Bonjour Clémence. Bonjour Jeanne. Et merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur ma chaîne YouTube. Donc tu es archetière et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, c'est le bois de Pernambouc qui, je le rappelle à tous nos auditeurs, est le bois principal utilisé pour fabriquer des archets modernes de violoncelle mais aussi de violon et d'alto. Merci encore à toi d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Et merci beaucoup de me donner la parole parce que c'est vrai que c'est un sujet important et on ne nous connaît pas beaucoup, les archetiers. Donc là, je vais donc parler de l'archetterie artisanale. Notre capacité de production, ça représente un archer ou deux archers par mois. Donc on parle dans l'archetterie artisanale de toute petite quantité de bois. D'accord, donc c'est vraiment un métier qui est déjà très intime. Oui, c'est un tout petit univers qu'on connaît très, très peu. On ne se rend pas compte de la richesse de l'objet, la richesse historique. Donc par ce côté transmission sur des générations et des générations depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'on part quand même d'un objet assez rudimentaire, c'est un bout de bois avec du crin, pour arriver à un objet ultra perfectionné avec des tout petits ajustages, des choses qui ont été pensées et poussées au niveau de la technique et du savoir-faire sur des siècles. Et donc on est vraiment des héritiers donc de cette transmission et de ce savoir-faire d'excellence, ce qui constitue donc pour l'archetterie française un patrimoine immense et très précieux. Au XVIIIe siècle, on a eu une école française avec une famille française qui a mis au point l'archer moderne. Et ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est que voilà, le côté artisanal, il est vraiment au centre de tout. C'est un métier qui est rare, qui est pas du tout industriel, et votre impact environnemental est aussi extrêmement faible. L'impact écologique qu'on a en tant qu'artisan, des petits artisans comme je l'ai décrit, il est assez faible dans le sens où les quantités sont déjà infimes. Les matières sont renouvelables. Pour le coup, un arbre va repousser. On a aussi un impact faible au niveau numérique, qui est un support plus de communication comme tout un chacun, mais pas forcément, on n'en a pas besoin pour travailler, on n'a pas besoin d'électricité, de consommation, tout ça c'est en dehors. Les machines qu'on utilise, c'est vraiment des supports qui vont nous aider à préserver notre corps pour aider à dégrossir, mais pas. On a des gestes qui sont traditionnels avec des outils qui datent du XVIIe siècle, qui n'ont pas changé. Donc on s'inscrit vraiment dans un métier durable et écologique. Et c'est vrai que les matériaux alternatifs, personnellement, ne me satisfont pas. Aussi parce que les matériaux qu'on a trouvés en alternative, ça va être du carbone par exemple. Je ne suis pas forcément certaine que le carbone remplace mieux un arbre qui repousse, et puis on perd quand même beaucoup de richesse. Justement, la question que je me pose, peut-être que d'autres personnes se posent, c'est pourquoi il n'y a que le Pernambouc qui peut faire des bons archets. Parce que au violoncelle, moi j'ai toujours joué des bois de Pernambouc, mais à la viole de gambe, j'ai joué plein d'autres bois. Oui. Alors que, bon, c'est des cordes en boyau, c'est un instrument ancien, mais bon, c'est quand même un instrument. Enfin, moi j'ai toujours eu l'impression. Par exemple, le bois de robinier ou le bois d'amourette, c'est une super résistance aussi. Donc, pourquoi c'est si parfait pour les instruments modernes, les violoncelles et les violons? Alors ça va vraiment avec le dialogue musicien-archetier. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé en collaboration avec les musiciens, notamment au XVIIIe siècle, donc avec cette fameuse famille Tourte qui a essayé beaucoup de choses et qui a abouti à cet archer-là, moderne, donc qui est composé de matières métalliques avec une cambrure spécifique, un équilibre particulier et donc un bois exceptionnel. Ça fait vraiment partie d'une culture musicale. Comme la viole de gambe que tu évoquais a une autre culture musicale et une autre sonorité, parce que corde en boyau, sur des instruments contemporains qui sont montés de cette manière-là, on va avoir des cordes en métal. Donc les salles qui sont de plus en plus grandes pourront être remplies par cette acoustique décuplée.
le bois de Pernambouc va pouvoir permettre de la virtuosité, de faire sonner ces instruments qui sont de plus en plus tendus. On va avoir donc des capacités mécaniques qui sont exceptionnelles dans la main du musicien et dans la sonorité. Donc ce bois, quand on va dans la matière, il a des fibres très 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 longues. Quand on casse un bout de bois de Pernambouc, on voit vraiment des fibres qui sont très longues, contrairement à un bout de bois qu'on va casser avec des fibres qui s'arrêtent. On a donc un bois qui se plie facilement et qui revient vite en place. On a une densité qui va permettre une émission, une projection. Et on va avoir des épaisseurs fines qui vont permettre d'aller rapidement sur un métronome élevé. Et puis la texture de la patte sonore, quelque chose qui est tout en subtilité et qui fait tout le sel de notre culture, de la même manière que la gastronomie, ce sont des petites choses. L'acoustique, c'est la même chose, c'est la gastronomie de l'oreille. Cette description-là, elle va avec des gestes en atelier. Ça va être aussi la capacité matérielle de fabriquer un archet tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que le bois, il va se plier d'une certaine manière, il va résister à la pliure, il va résister à tout le travail de la main. Et puis, il y a donc cette capacité à fabriquer l'archet en tant que tel avec ce bois, mais aussi la beauté de l'objet. Parce que l'objet technique, c'est tout aussi bien un objet d'art. C'est-à-dire que le Pernambouc, il est flamboyant, il est magnifique. C'est un bois qui a une personnalité incroyable. D'une baguette à l'autre, ça va être très différent. Et on a à l'intérieur des baguettes des petits détails dans le comportement de la matière qui va renvoyer la lumière d'une manière ou d'une autre, des couleurs qui sont très variées. Et donc, en fait, c'est vraiment comme la baguette d'Harry Potter. On a quelqu'un qui vient nous voir avec une demande et nous, on se fait médiateur de la chose. On va aller chercher dans notre bois, dans notre stock, quelle baguette peut aller avec quel musicien et aussi dans les archets qui ont déjà été travaillés. On a besoin de ce contact charnel avec le bois. Il n'y a que le Pernambouc qui a autant de diversité et autant de personnalité pour aller avec la richesse de la musique et des interprètes. Le Pernambouc, c'est donc un bois rare qu'on trouve que au Brésil, c'est ça? Oui, il est endémique de la Mata Atlantica. Ça veut dire quoi endémique? Endémique qui vient spécifiquement de cet endroit. Il faut savoir que le Pernambouc, donc c'est pau Brasil en brésilien, bois de braise, il a donné son nom au Brésil. Donc c'est vraiment un arbre symbole du Brésil. Donc cette Mata Atlantica, elle a été quand même bien réduite depuis de très nombreux siècles. La ville a grossi, les espaces naturels autour ont été consommés. Et effectivement, en Europe, on a aussi utilisé le bois pour la teinture. Donc tu veux dire que cette urbanisation qui a réduit la Mata Atlantica, elle est liée à l'urbanisation des Brésiliens, mais aussi à la colonisation des Européens? Ouais. Ok. Donc ça a été utilisé pour la teinture jusqu'au 19e siècle, mais maintenant, le Pernambouc, il est utilisé principalement que pour l'archetterie. Quelles actions vous avez mis en place, vous les archetiers, pour faire perdurer la plantation de Pernambouc au Brésil? Il y a plus de 340 000 arbres qui ont été replantés. 340 000 ouais. Ça fait des millions d'archets. Ça fait des millions d'archets, c'est-à-dire que ça... c'est pas du bois que là on peut utiliser. Ça a été replanté, mais on ne l'utilise pas. Il reste au Brésil, il est pas coupé. Il est étudié de manière scientifique pour faire avancer la connaissance. Il y a de l'agroforesterie et des initiatives qui sont mises en place là-bas. Mais surtout, ce que je voulais dire sur ce nombre,
c'est que c'est un nombre qui représente bien plus que le nombre d'arbres qui ont été coupés destinés à l'archéterie. La CITES, c'est un organisme qui a pour but de protéger les espèces animales et végétales dans le monde. Et c'est un organisme qui est très très important et dont on est aussi en un sens partenaire. Elle régularise votre utilisation du bois et donc c'est en bonne entente. Ça permet de tracer d'où vient le bois et de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement une déforestation, quelque chose des abus, c'est ça? On est très content de pouvoir respecter les règles et de pouvoir avoir vraiment un cadre précis à respecter et de s'inscrire, d'unir nos forces pour replanter et tracer. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on dénonce, au contraire. C'est super qu'il y ait des choses qui soient mises en place en ce sens. Les artisans que je représente aujourd'hui, on n'est pas du tout contre les lois, contre la CITES. On est très heureux de coopérer et de pouvoir du coup s'unir pour préserver la Mata Atlantica brésilienne dont on a besoin, et le bois de Pernambouc, on l'affectionne, on l'aime profondément. On est très en demande de pouvoir justement remplir nos obligations. On se sent responsable aussi de notre histoire. On souhaite s'inscrire dans la continuité du mieux qu'on peut. On rencontre un petit problème actuellement concernant la demande qui est faite par le Brésil de passer le Pernambouc en annexe 1. On ne souhaite pas que ce passage en annexe 1 soit effectif, pas parce qu'on est contre les règles ou parce qu'on essaye de se substituer à nos responsabilités. On souhaite que ça ne passe pas en annexe 1 pour des raisons très pratiques et très matérielles, encore une fois. Si le Pernambouc passe en annexe 1, on aura, donc nous en tant qu'artisans, mais les musiciens auront beaucoup de documents à remplir, beaucoup de documents à mettre en place. Il y aura un CIC, un certificat intracommunautaire à faire, il y aura des permis de réglementation CITES à remplir, et ça, ce sera pour passer les frontières, pour faire du commerce, pour faire de l'import, pour faire de l'export, mais également pour aller faire réparer son archer chez un archetier. C'est-à-dire que si on a un contrôle dans nos entreprises et qu'on a des archers qui sont là, il faut qu'on puisse justifier de manière très précise de quel archer a quel permis, etc. Donc en fait, il faut demander des permis à chaque fois qu'un archer sort de chez soi, limite, j'exagère un peu le trait. Mais donc le problème, c'est pas qu'on n'a pas envie de respecter les règles, c'est que la réglementation est trop importante pour que l'administration puisse générer ses permis. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que actuellement c'est en annexe 2 avec des réglementations qui sont vraiment précises et strictes mais qui vous conviennent, et le fait de passer en annexe 1, ça va tout compliquer pour tout le monde. C'est ça. Et qui veut faire ce changement d'annexe 2 en annexe 1? Alors c'est le Brésil qui demande le passage de l'annexe 2 en annexe 1, qui est donc le pays qui détient le Pernambouc et qui est légitime à faire cette demande auprès des nations. Ce genre de demande, elle est formulée à la COP 20 de la CITES qui aura eu lieu entre le 24 novembre et le 5 décembre de cette année. Donc ça arrive très vite. Et c'est un espace où les nations peuvent discuter entre elles. Et à l'issue de cette réunion, il y a une mise en place de la réglementation sous 90 jours. Donc, ce qui nous amène au mois de mars prochain. Donc si l'annexe 1 passe, ça veut dire qu'à partir de mars prochain, tous les usagers de Pernambouc devront se plier à ces nouvelles règles qui, dans les faits, ne peuvent pas vraiment être mises en place de manière fluide
et immédiate. Et je dis ça parce qu'en fait, on a déjà observé dans d'autres corps de métier que c'est le cas. Par exemple, les facteurs de piano, pour travailler sur des pianos anciens, pour les faire venir quand ils comportent des matières tout à fait légales mais réglementées, ont beaucoup de mal à faire parvenir leurs demandes et à mettre les choses en place. C'est vrai dans d'autres corps de métier, donc par exemple l'albergia est également mis en cause. Mis en cause, c'est un bois qui sert à faire des instruments de musique pour les vents. Donc il y a la CSFI qui est sur ce dossier, qui suit ce dossier-là avec l'IPCI en partenariat. On observe déjà une saturation de l'administration. Et du coup, faire parvenir des dossiers supplémentaires, ça va saturer d'autant plus et compliquer l'utilisation dans les faits de nos archers. Plutôt que de protéger le Pernambouc et la Mata Atlantica, c'est disperser son énergie, son expertise, son intelligence sur des choses qui ne protègent pas et qui détournent le sujet dans des sphères inutiles. Et je pense que ce serait plus constructif qu'on continue à porter les initiatives qui sont déjà mises en place. Parce qu'en fait, si je résume, le Brésil, comme l'Europe, comme les autres pays sur lesquels on est sur de l'archéterie artisanale, comme on la pratique aujourd'hui, notre volonté et notre besoin, c'est de préserver la Mata Atlantica et le Pernambouc, et on a envie des mêmes choses. Et je pense qu'un passage en annexe 1 n'aiderait pas la cause. Mais ça vous punit inutilement en fait. En fait, ça va donner du grain à moudre à nos imprimantes et à nos ordinateurs, plus qu'à l'écologie et au fait de faire planter de faire pousser des arbres et de préserver l'environnement. Et c'est pas une question morale ou punition dans les faits. C'est vraiment une question pratique, pratico-pratique, de ne pas disperser inutilement nos forces et notre intelligence, encore une fois, sachant que notre volonté, c'est de faire de l'art et de la beauté, donc de rajouter de la beauté au monde. Il y a une pétition qui a été mise en place. Il y a une pétition qui a été mise en place. Il nous manque pas mal de signatures. Donc il faut vraiment penser à signer cette pétition. Il y a autre chose que vous pouvez faire. C'est un document qu'on trouve pas mal sur le mur des archetiers, des luthiers et de toutes les personnes qui aiment la musique. Ce document-là, en fait, il faudrait le signer, le présenter sur vos murs des réseaux sociaux. Et vous pouvez envoyer des documents, des courriers, ce document-là qui est signé, l'envoyer à vos responsables politiques, au ministère de la Culture, à la CITES. En tout cas, la pétition, on peut la signer donc sous cette vidéo, ainsi que ce document à télécharger qu'on peut signer. Donc déjà, espérons que ça puisse faire un petit peu avancer les choses. Et puis, en tout cas, merci beaucoup Clémence d'avoir partagé avec nous cette situation qui est quand même gravissime pour le Pernambouc, qui permet à énormément de musiciens de continuer à jouer de leur instrument. Donc c'est quand même très important d'en parler, on continuera à en parler. Donc merci encore à toi Clémence, et puis bonne continuation à toi pour le beau métier que tu fais. Merci d'avoir partagé tout ça. Puis comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, parce que Clémence et moi serons ravis de vous répondre. Ciao à tous. Merci.